Bonjour, mais déjà on voudrait remercier les collègues qui organisent la journée de nous avoir conviés à parler d'interdisciplinarité. Alors on s'est tout de suite senti concerné par la thématique de la journée, parce que nos projets, en particulier l'X Game dont on va parler ici, mais aussi d'autres, nous semblent intrinsèquement pluri-inter-transdisciplinaires. Mais en fait, en préparant la journée, on s'est rendu compte que c'est pas parce qu'on vit un truc que c'est facile d'en parler. Alors, on s'est dit que la problématique de l'interdisciplinarité, finalement, c'était un positionnement. Et on s'est dit qu'on allait commencer par nous situer nous-mêmes pour expliquer qui parle et d'où nous parlons. C'est-à-dire quel parcours nous a mené à travailler en interdisciplinarité. Donc, vous savez qui je suis aujourd'hui, mais donc par le passé, j'ai fait donc une licence d'anglais, un master d'anglais à l'époque orientation didactique, et puis un doctorat en sciences du langage, du coup, pour travailler sur l'utilisation du numérique pour l'enseignement de l'anglais. Et donc moi je suis l'informaticien de la bande parce que j'ai fait un cursus d'informatique, mais je faisais une licence d'anglais aussi et ma thèse et mon DEA sont en sciences du langage. Donc pour les linguistes, je suis un informaticien, pour les informaticiens, je suis un linguiste, mais là je suis l'informaticien. Alors, dans ces présentations-là, on voit que finalement, l'ouverture à d'autres disciplines, elle intervient surtout au niveau doctoral, en tout cas dans nos cas. On a commencé à travailler ensemble en 2014 à Grenoble, dans Innovalang. Et puis, donc à ce moment-là, on était dans un énorme projet avec des lots. Mathieu était responsable du lot gamer, moi j'étais dans le lot création d'activités. Et on était quand même dans nos lots, mais on avait des moments d'échange et du coup de discussion dans lesquels on pouvait chacun apporter nos expertises et nos points de vue. Et puis ensuite, donc quand Mathieu était à Grenoble encore et moi à l'université de Picardie-Jules Verne, j'ai rejoint Mathieu dans son travail sur Luciole, donc une application sur tablette pour améliorer la compréhension de l'oral en anglais pour des enfants de cycle 2. Donc ce projet était financé par deux projets IFRAN, Fluence et Trans 3. Et puis, une fois tous deux arrivés à Lyon, on a un petit peu voyagé, tous deux arrivés à Lyon, eh bien, on a commencé le projet Lex Game, financé par Aslan, merci. Et puis, le projet ANR JCJC, Sémaphore. Donc, on voit, on a aussi des liens entre ces projets, des liens qui ont été financés notamment par des financements au fil de l'eau d'Aslan. On reviendra sur ces points-là. Donc voilà, on a des projets principaux et puis des spin-offs dont on va parler un petit peu. Étant donné d'où on parle, on nous a demandé de décrire les pratiques. Alors, comme dit Chris, il pleut là où il y a là où il y a de l'eau, et donc nous, on s'est tourné vers les copains. On n'a pas fait on n'a pas fait un état de l'art, interdisciplinarité, transdisciplinarité. Et donc, moi, j'ai cité mon co-bureau de quand je faisais ma thèse. Et lui, il n'a pas la même définition que Chris de la transdisciplinarité, mais ça tombe bien parce que pour lui, la transdisciplinarité, c'est le déplacement à travers les frontières de deux disciplines, et puis nous, c'est pas ce qu'on a fait, donc on peut l'écarter. Par contre, ces définitions de la pluridisciplinarité, c'est-à-dire disposer d'un objet d'étude commun à plusieurs disciplines, et puis chacun a son regard sur cet objet commun, et de l'interdisciplinarité qui consiste à disposer d'un objet d'étude commun et à échanger principes, méthodes, technologies, compétences et connaissances autour de l'objet. Là, ça cadre avec les définitions que Chris a données tout à l'heure, donc on n'est pas dans un déplacement trop grand. Alors nous, on s'est demandé où on se situait par rapport à ces deux-là, mais on dirait que essentiellement, par essence, quoi, on se situerait plutôt du côté de l'interdisciplinarité, euh, du fait de l'existence de champs scientifiques dédiés. Donc, en effet, on s'inscrit dans des champs scientifiques qui ont revendiqué la nécessité de se déclarer performativement comme tel, donc soit au niveau national, soit au niveau francophone, international, soit au niveau francophone.
Et donc, sans rentrer dans le détail de chaque définition que vous avez à l'écran, les 2 sont très inclusives et veillent à intégrer toutes les étapes et les points de vue, que ce soit l'informatique ou les domaines d'application, tout ça sur les environnements informatiques qui ciblent l'apprentissage. Donc nous, on s'intéresse à l'apprentissage des langues. Alors on laisse volontairement la question de l'articulation entre champ scientifique et discipline aux spécialistes de la discipline, de l'interdisciplinarité, comme vous voulez. En tout cas, puisque nous sommes dans des communautés où les enjeux de l'articulation entre les différents points de vue, c'est érigé comme un champ scientifique, on a un peu de mal, en fait, à définir ce qui relève de telle ou telle discipline et donc à justifier l'interdisciplinarité. On reviendra sur ça. Par contre, à l'inverse, ça nous donne aussi un contexte, des méthodes, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, pour décrire en quoi l'existence de ces champs scientifiques, ça nous accompagne dans notre pratique, ça orchestre nos interactions disciplinaires, on a décidé de faire le focus d'abord sur le projet LexGame. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de chaque étape du projet, mais on va essayer d'avoir un point de vue un petit peu global sur les différentes étapes. Et déjà, le premier élément, alors là, ça nous vient du champ scientifique ou du domaine du call, c'est que on a des préceptes sur comment on crée un projet de call. Et donc, dès les années 2000, bon, je ne vous refais pas tout l'historique et tous les conflits internes à la discipline qu'il y a eu, Banks, il dit, la plupart d'entre nous a fini par comprendre que ça doit être la pédagogie qui guide la création des dispositifs qu'on fait et pas la technologie. Et bien qu'il y en ait certains qui n'aient pas encore compris le message, le point de départ, ça doit toujours être, doit jamais être la technologie, quel que soit ce qu'on construit, mais bien la pédagogie. Alors on était à Calico, une conf du domaine, il y a 2-3 ans, et puis le concepteur de Duolingo nous a bien expliqué que les linguistes, ils n'en avaient rien à faire avec their fancy PhDs, ils faisaient perdre du temps plus qu'autre chose, et que maintenant qu'ils sont très forts, ils en prennent juste pour les entendre dire faudrait faire ça et leur répondre non, c'est trop cher. Mais au sein de la communauté scientifique, ce point de vue-là est assez relayé. Donc nous, notre problème au niveau de LexGame, c'était l'apprentissage du lexique. Alors je ne vais pas vous faire tout un topo, mais en gros, apprendre le lexique, c'est crucial parce que si vous n'avez pas de lexique, vous allez avoir du mal à organiser votre pensée. La compétence lexicale, ça semble très simple, mais il y a beaucoup de niveaux et beaucoup de points de vue dessus, ce qui fait que c'est une compétence complexe. Il y a une notion qui est assez intéressante pour nous quand on travaille sur l'apprentissage du lexique, qui est la sensibilité lexicale. Et en gros, c'est l'intérêt et la sensibilité aux mots. Et donc, on sait que c'est crucial, mais il y a, avec l'avènement de l'approche communicative, pendant 20 ans, on a dénigré cet apprentissage-là. Ça demande beaucoup de temps et au long cours, et alors que on a plutôt tendance à diminuer la taille des maquettes, donc notamment à l'université, on n'a pas 500 heures à consacrer à chaque apprentissage. Et puis, du coup, ça demande de la motivation. Alors, pour l'autonomie, la motivation, on sait que le numérique et le jeu vont pouvoir aider un petit peu. Alors, on ne sait pas si ça va marcher, mais on sait qu'on a des cartes à jouer. Donc, nous, on est parti de 2 jeux qui étaient assez matures, quoique améliorables, hein. C'est pour ça qu'on vous a montré un petit peu Innovalang, parce qu'on a pris ces jeux-là et on les avait travaillés beaucoup dans Innovalang. Donc voilà, on a 2 jeux. Et c'est des jeux sur lesquels on a des données, des retours. Et on voulait qu'ils interagissent avec une base lexicale qui fasse le lien entre ces différents jeux, mais qui puisse être utilisé en tant que tel, en termes d'apprentissage formel ou informel. Et donc la base lexicale, qui était ce sur quoi on n'avait rien du tout, c'est devenu le cœur du projet. Et donc pour tester ce rôle, alors oui, pardon, j'ai oublié mon animation, la base lexicale. Et pour tester ce rôle, on a même fait un petit plugin Firefox qui n'est pas encore diffusé, mais donc pour voir un petit peu comment on pourra interagir avec cette base-là, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Ce dont on va parler, c'est différentes étapes dans la conception de cette base lexicale.
Voilà, donc pour aujourd'hui, en tout cas, on voulait mettre en lumière, les différentes disciplines qui ont travaillé et qui ont participé à ce projet. Donc on a choisi l'angle, des temps forts. Quels sont les temps forts du projet? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qui a travaillé? Comment on en est arrivé là? Donc le premier temps fort, c'est celui de l'analyse des pratiques des enseignants et des apprenants par rapport au lexique. Ce premier temps fort a principalement été pris en charge par, la postdoc que nous avions recrutée, donc postdoc en sciences du langage, avec l'aide ensuite du doctorant en informatique. Donc il s'agissait d'un questionnaire en ligne et puis d'entretiens. Ici, on est certes sur la complémentarité des disciplines, de formation, mais aussi sur la complémentarité des niveaux d'expertise, puisque la postdoc savait déjà, méthodologiquement, comment procéder. Et donc, du coup, c'était aussi un temps de formation pour le doctorant où on espérait qu'à travers ce travail-là, ce doctorant qui venait plutôt de l'informatique pure se formerait un peu à la didactique des langues. Et puis lui, il a pu intégrer aussi son questionnement personnel au questionnaire commun. Le deuxième temps fort, c'était la conception de la base lexicale, hein, donc c'était l'élément central de ce qu'on travaillait dans l'enquête. Et là, c'était le doctorant qui devait piloter ça, parce qu'on voulait faire une conception centrée utilisateur, donc interagir avec les parties prenantes, des apprenants, des enseignants. Et là, le but, c'était surtout de créer un outil que les enseignants mettraient à disposition des étudiants dans leurs cours. Donc, on a travaillé avec, on a fait quelques ateliers avec des enseignants. Et donc, si c'était le côté informatique qui menait, entre guillemets, la danse, on ne pouvait pas s'affranchir d'avoir le retour du côté linguistique, même dans la préparation des interactions avec les enseignants. Et puis après, on a travaillé aussi sur comment l'interface allait être faite, quel mécanisme de gamification on pouvait mettre en place. Et là, c'est pareil, on est obligé de travailler ensemble, même si celui qui pose les questions et collecte les données, c'est plus l'informaticien. Si on n'avait pas eu des linguistes dans l'équipe, on n'aurait pas pu faire cette étape-là. Suite à ce travail de conception, on avait un troisième temps qui concernait la conception de l'expérimentation. Et là, je te Ouais. pique ton temps. Mais c'est pas grave, écoute, Vas-y. fais. Non, 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 non. Donc voilà, la troisième phase, la préparation d'expérimentation, principalement, préparée par, le doctorant. Et avec le doctorant, mais avec l'aide de l'équipe du LYRIS, notamment sur les tests d'engagement, de motivation, et puis l'aide, plutôt l'expertise du côté d'ICAR sur les tests de compétences. Par contre, tout ce qui était répartition des variables entre les groupes, on a discuté de ça de manière collégiale. Ensuite, on a eu la phase de mise en œuvre de l'expérimentation, ici à Lyon 2, au centre de langue à Lyon 2, dans les groupes d'anglais. Donc cette mise en œuvre, en réalité, a été surtout réalisée avec le soutien d'une stagiaire du master didactique des langues et numérique de Lyon 2. Et tout simplement parce que quand on a lancé l'expérimentation, on s'est aperçu que on n'avait pas beaucoup, les enseignants ne montaient pas à bord, en fait, n'utilisaient pas, il fallait vraiment leur donner la main. Donc, on a fait appel à cette stagiaire pour essayer de déjà comprendre quels sont les freins et voir comment accompagner les enseignants dans l'utilisation de de ce nouvel outil. Donc, son accompagnement est allé même jusqu'à aider les enseignants à saisir des mots dans la base lexicale, donc assez fort quand même. Et on voit ici un effet fort du chercheur, de l'expérimentateur qui va sur le terrain et de son acceptation par rapport à sa discipline, par rapport à presque son pédigré. Donc d'où l'importance peut-être d'une équipe pluridisciplinaire sur ces questions-là. Donc oui, parce que la stagiaire, après, elle a travaillé à rencontrer les enseignants pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas utilisé plus. Alors il y avait bien sûr des contraintes contextuelles de l'ordre de, ouais, mais en juin, quand on discutait de la conception, c'était super, on avait du temps. Puis là, en septembre, quand c'était le moment de mettre en place, on n'avait pas de temps. Oui, juste pour rappeler, les entretiens dont on a parlé dans la première phase, les enseignants qui ont expérimenté ont participé à cette phase d'analyse des pratiques. Donc, ils étaient déjà impliqués dès le départ, quoi. Mais après, au sein de même quand l'expert a été présenté en classe, on a senti des petites, peut-être pas des frictions, mais des
petit blocage interdisciplinaire de relations informaticiens-linguistes. Donc pour dépasser ça, on a fait une deuxième expérimentation avec des collègues à Pittsburgh, où là, on a essayé de capitaliser là-dessus et on a fait travailler notre doctorant avec un enseignant-chercheur sur place qui était lui l'interlocuteur, qui présentait l'expérimentation à ses collègues. Donc, il y a une autre expé qui a été mise en place à ce moment-là. On a collecté des données, on a publié dessus. Puis, actuellement, il y a une dernière phase de retour sur les prototypes où on essaye de les faire évoluer en fonction des retours qu'on a eus précédemment pendant les différentes phases du projet. Et pour ça, on fait appel à une stagiaire du master didactique des langues ETIS. Voilà. Donc du coup, pour faire ce tableau, c'était pas si simple en réalité, on se rend pas compte, parce que toutes les étapes sont les unes après les autres, mais on se rend pas compte de ce qu'il en est. Donc on a vraiment fait un travail pour faire ce tableau, et ça nous a fait penser que finalement, à chaque étape, on a un lead et un soutien par rapport aux disciplines, je veux dire. Et puis, on a eu, toujours avec le soutien du reste de l'équipe. Et ce qui ressort aussi, c'est que la question de la formation est extrêmement importante. Il y a l'effet de la formation initiale, donc le recrutement facultaire. On recrute dans des facultés, des licences et des masters. Et on doit former ces personnes-là à travailler en interdisciplinarité. Et sans trop savoir si on a été formés à le faire nous-mêmes. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas si simple. On a affaire à des personnes qui sont spécialistes dans des domaines, qui ont potentiellement des lacunes dans l'autre domaine. Comment on jongle avec tout ça? Et tout ça en ayant... on doit quand même répondre à un projet qui a des enjeux au niveau interdisciplinaire. Et donc... pour décrire en quoi l'existence de ces champs disciplinaires, ces champs scientifiques nous accompagnent dans notre pratique et orchestrent les relations disciplinaires, on va aussi voir un autre projet, parce qu'on a discuté avec Chris, elle nous a dit « mais vous n'êtes pas obligé de faire que du Lex Game », donc on a décidé de vous parler aussi d'un autre projet. Et alors sur la figure, ça se voit pas forcément. On a essayé de garder une sorte de forme de cohérence, hein. Donc Lex Game faisait écho à Innovalang. Et là, ce qu'on voudrait présenter, c'est comment Fluence, notre projet Luciole, a eu des petits projets spin-off en relation avec un autre projet qui est celui de Sémaphore. Et donc, cette partie-là, avec un peu pompeusement, on l'appelle une sérendipité pluridisciplinaire pour des travaux interdisciplinaires, dans le sens où, au sein de Fluence, on a travaillé en pluridisciplinarité avec une autre équipe de psychologues et cognitivistes. Et donc, eux, ils ont monté un projet sur la fluence de lecture, où les hypothèses centrales, c'était qu'on savait que la fluence de lecture, c'était un prédicteur à long terme de la réussite scolaire. Et eux, leur hypothèse centrale, c'est que les jeux vidéo d'action améliorent des mécanismes cognitifs sous-jacents à l'affluence de lecture, donc l'empan visuo-attentionnel, c'est-à-dire la capacité à traiter beaucoup d'informations d'un coup, et alors, je ne sais plus comment on le dit en français, l'attentional shift, la capacité à isoler une information précise au sein de cette masse d'informations qu'on traite. Et donc le but du projet, c'était de construire des jeux améliorant des mécanismes sous-jacents et de tester leur effet. Nous, de notre côté, on savait qu'au cycle 2, les langues étrangères, c'était souvent une variable d'ajustement à l'école primaire. C'est-à-dire que c'est obligé dans les programmes d'en faire, mais quand on manque un peu de temps sur du français ou des maths, qu'est-ce qu'on enlève? Eh bien, c'est les langues vivantes. On sait que l'apprentissage à cet âge-là, au cycle 2, donc CP, CE2, c'est priorité sur l'oral. Mais on sait que les enseignants sont parfois en insécurité linguistique par rapport à ça, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la prononciation de référence qu'il faudrait, et du coup ils hésitent à parler devant les élèves. Et puis on se dit aussi que si on arrive à créer des jeux que les enfants peuvent jouer en autonomie, ça crée des opportunités pour faire de la différenciation pour l'enseignant. Et donc, on a produit un petit jeu là, dont on ne va pas parler plus que juste une petite saisie d'écran. Mais donc, vous allez nous demander quel est le rapport entre les deux. Eh bien, le rapport, c'est qu'il n'y a pas de rapport, et c'est ce qui est très intéressant méthodologiquement. Parce que
Pour les psychologues, si on veut valider un dispositif, il faut neutraliser l'effet Hawthorne. Donc cet effet, c'est ceux qui se perçoivent comme membres d'un groupe expérimental ou favorisé, ils ont tendance à surperformer par rapport au groupe contrôle, même dans l'absence des variables étudiées. C'est-à-dire que si on fait une expé, puis il y a un groupe contrôle qui fait rien de nouveau, tout le normal, et puis le groupe de test, eh ben on a des chercheurs qui viennent les voir, qui leur présentent un dispositif, il y a des chances qu'il soit meilleur sur toutes les variables et que du coup ce ne soit pas le dispositif lui-même, l'appli qu'on teste qui soit la source de ça, mais l'attention qu'on leur porte. Et donc, pour mener un protocole comme ça, eh ben, on a besoin d'avoir deux groupes test et deux groupes contrôle. C'est-à-dire que pour nous, Luciole, les groupes test, c'était les groupes bleus. Et puis, pour l'autre équipe, c'était les deux jeux qui ciblaient la lecture, donc évasion et élargir, les groupes jaune et rouge. Pour les collègues psychologues, le groupe test, c'était le groupe jaune et le groupe rouge, et le groupe contrôle, c'était le groupe bleu. Et donc, en faisant ce travail-là, eh ben, on s'assurait que on neutralisait cet effet Hawthorne et que s'il y avait un effet, c'était celui de l'application et pas du dispositif dans sa globalité. Donc, on est là pour définir le cadre. Le cadre de notre travail faisait que on collaborait parce qu'on n'avait rien à voir en termes de compétences travaillées. Sauf que, eh ben, vu que eux, ils ciblaient la lecture, ils regardaient la conscience phonologique en français, qui est une des compétences qui est utilisée quand on apprend à lire et à écrire. Et donc nous, ça ne nous intéressait pas du tout cet aspect-là. Nous, on était sur la compréhension orale de l'anglais. Et ce qui s'est passé, ben, c'est que notre groupe était meilleur que leur groupe. Et ça nous En conscience phonologique en français, sachant que nous travaillons l'anglais en compréhension de l'oral. Voilà. Donc pour nous, c'est ce qu'on appelle un résultat particulièrement surprenant parce que voilà, on a des beaux résultats en suppression de phonèmes et en segmentation de phonèmes. Donc c'est pour nous un résultat qui nous fait rebondir sur un besoin d'une étude complémentaire. Donc on a essayé de reproduire ces résultats en se disant qu'est-ce qui s'est passé, essayer de comprendre ce qui se passe. On a essayé de mettre en place le même protocole, mais avec une autre application qui s'appelait Ecrimo. Et là, on n'a pas eu d'effet sur la conscience phonologique, ni dans un sens ni dans l'autre. Alors, les explications à ça, c'est peut-être simplement que le test n'était pas optimal, des conditions de passation particulièrement difficiles, avec des passations en classe entière, avec beaucoup de difficultés, et des mauvaises tâches contrôle. Donc, finalement, on n'a pas assez de convergence interdisciplinaire sur ces points-là. Parce que Ecrimo, il ne faisait pas de la lecture, il faisait de l'écriture. C'est-à-dire qu'il y avait le système qui disait un mot et puis l'enfant devait l'écrire. Or, ça fait travailler la conscience phono, mais à fond. Donc, nous, on a reproduit le même protocole que la première fois, avec les mêmes gens, avec moins de moyens, et puis on était déçus de ne pas avoir de résultats, mais en fait, le fait qu'il n'y ait pas de résultats, alors que leur appli fait travailler la conscience phono, bah, ça dit qu'on a mal travaillé, mais ça ne dit pas que notre système ne fait pas travailler la conscience phono. Alors, nous, ça nous donne envie de travailler d'un point de vue méthodologique, c'est-à-dire est-ce qu'on ne peut pas avoir un meilleur test donc un meilleur test. Donc à l'issue de Fluence et de Lukokoff, on a essayé de créer un meilleur outil pour répondre aux besoins de Sémaphore et de Luciole. Donc du côté de Sémaphore, on avait besoin d'un test de conscience phonologique avec différentes tâches, que ce soit jugement de rime, identification de phonèmes, combinaison de syllabes, segmentation phonémique. Et puis, du côté de Luciole, étant donné qu'on a moins de moyens pour aller faire des expérimentations sur le terrain, il fallait trouver une façon de faire passer les tests, donc de préférence en autonomie, sachant que de base, un test de conscience phonologique, c'est quelqu'un qui répond, un enfant qui répond. Je te dis, enlève B à H, qu'est-ce qu'il reste? À Bâche, qu'est-ce qu'il reste? H. Voilà. Et puis, on a eu envie d'aller travailler dans différentes langues aussi, français, anglais, et on a ajouté du taïwanais.
en pensant que c'était la langue à laquelle les enfants ne seraient jamais en contact, enfin ne seraient pas en contact. Oui, parce que suite au travail qu'on a fait dans Luciole, on en était à se poser la question, est-ce que la conscience phonologique, c'est pas une compétence transversale et pas une compétence linguistique? Et parce que si le fait de faire travailler l'anglais, ça fait progresser en français, est-ce que le fait de travailler l'anglais, ça fait progresser aussi le taïwanais? Et c'est pour ça qu'on avait besoin d'une langue qu'on connaissait pas et que les enfants non plus ne connaissent pas. Et donc, le produit de nos réflexions, ça a été de créer une petite appli dont on espérait qu'elle permette de tester la conscience phono. Et donc, elle est entièrement administrable en autonomie. Ça veut dire que l'enfant ne parle pas, ne répond pas à l'oral. Mais vous avez ici 2 exemples de modalités de réponse. C'est soit un QCM, un QRU, soit un glisser-déposer. Voilà. Et donc, nous avons piloté ce test de conscience phonologique en 2024 auprès de 57 élèves de CP et 57 élèves de grande section. Donc le test s'appelle Evalulu. Avec les tâches, on a testé Evalulu face à BAL, que vous connaissez peut-être, batterie analytique du langage écrit. On a pris, donc c'est un test qui est utilisé par des orthophonistes, par des spécialistes du domaine. On a pris des tâches similaires et on a des corrélations entre les tâches, c'est-à-dire que notre test a le même résultat que BAL sur ces tâches et entre les langues aussi. Et on a un retour intéressant sur la facilité de passation des tests. L'enseignant lui-même peut faire passer ce test. Donc, on a un test qui est intéressant autant pour ses items que pour son format. Et donc, du coup, nous, côté informatique, quand on a créé l'appli de test, eh ben, on a validé la modalité de passation. Et puis, on a essayé d'avoir un processus orienté privacy by design, dans le sens où on travaille sur une manière de faire où les données qui remontent, elles sont déjà anonymisées ou pseudonymisées. C'est-à-dire qu'on n'ait jamais accès à qui c'est qui passe le test au départ. On a juste notre cohorte qu'on peut corréler à nos traces d'interaction. Donc, on est maintenant en train de travailler, notamment à ICAR, sur l'adaptation de ce test-là pour des adultes, par exemple des adultes en situation d'illettrisme. Nous, on voudrait utiliser Evalulu pour les tests de motivation qu'on fait passer des fois aux élèves. Voilà. Et on est en train de soumettre un dossier au comité d'éthique pour la validation du processus d'anonymisation. Et puis, quand tout ça sera fait, ben, peut-être qu'on pourra diffuser en open source Evalulu et les outils qui gravitent autour. Et pour conclure, parce qu'il faut qu'on se dépêche. C'est bon. Donc pour conclure, on peut dire qu'on a eu une collaboration qui est interdisciplinaire au sens de Le Barbet, ou entre interdisciplinaire et transdisciplinaire au sens de Chris. Mais dans tous les cas, on voit qu'on a plusieurs disciplines intégrées et qu'on a quand même un peu de mal à définir ce qui vient de telle ou telle discipline. Moi, j'avoue que personnellement, ça me pose problème quand il faut répondre à des appels à projets, où il faut dire qu'on fait de l'interdisciplinaire et expliquer ça. Et donc, je sais factuellement ce que l'on fait, mais devoir mettre des mots et expliciter, c'est un vrai travail, c'est pas si simple. Et donc, du coup, on voit quand même qu'il y a des questionnements un petit peu différents qui émergent selon les personnes, mais est-ce que ça relève plus de la discipline ou de l'intérêt personnel? Par contre, on voit qu'à chaque étape clé, il y a l'implication des 2 disciplines, même s'il y en a une qui a le lead sur la tâche elle-même. Et donc, on a constaté à travers l'autre projet que le fait de sortir un petit peu de notre zone de confort et d'aller travailler avec d'autres disciplines qu'on ne connaissait pas, bah, ça pouvait nous bénéficier. Et puis, sinon, en réflexion générale, le fait d'être dans des équipes distinctes, bah, ça fait qu'on n'est pas confronté aux mêmes collègues et qu'avec l'effet des copains et du parapluie, bah, il y a peut-être l'émergence aussi d'autres thématiques qui peuvent arriver. Merci.